Bah alors dans la vraie vie, je suis prof d'histoire, donc sortez vos cahiers. En l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit funeste. L'île Atlantide s'enfonça sous la mer et disparut. Alors c'est Platon qui nous dit ça au IVe siècle avant Jésus-Christ, et il y a une légende dans l'Antiquité qui nous dit que Poséidon avait créé une île gigantesque, grande comme l'Asie, au large des colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule, c'est le détroit de Gibraltar, donc il faut imaginer qu'elle est en Atlantique. Cette île, elle donne son nom à l'océan. Et l'Atlantide fait des conquêtes dans tout le monde à l'époque, dans tout le monde grec. Et ça ne plaît pas à Athènes, qui est un symbole de sagesse, là où l'Atlantide est un symbole d'expansionnisme et de guerre incessante. Ça ne plaît pas à Zeus, qui foudroie l'île. Et donc elle se retrouve engloutie sous les eaux, c'est ce que nous raconte Platon. Dès les premiers films, dans les années 10, dans les années 20, on commence à voir l'Atlantide sur grand écran. Et donc Disney, à son tour, l'année du centenaire de la naissance de Walt, c'est Atlantide qui portait les couleurs de l'animation Disney à l'époque. Le manuscrit du berger. Vous savez, ce manuscrit que Milo va hériter de son grand-père. Le fameux berger, c'est un berger qui s'appelle Aziz, qui habitait en ancienne Syrie et qui a trouvé un cristal dans ses montagnes en faisant paître son troupeau de moutons. Ce cristal qu'il a ensuite mis dans le manuscrit. Et lorsqu'on utilise ce cristal, il s'opère une transmission qui fait que Aziz a pu écrire des choses qu'il ne comprenait pas, qui étaient dictées dans son esprit par une sorte de force qu'il a en lui, et il se met à parler de lieux où il n'était jamais allé et de choses qu'il ne connaissait pas. C'est le cristal en réalité qui lui donne toutes ces informations-là, et le cristal qui est dans le manuscrit permet de le faire se régénérer constamment et de rester en bon état. Donc c'est aussi pour cela que le manuscrit parvient à subir le poids des années et à être toujours en bon état. Comment l'Atlantide est née dans l'univers Disney? Poséidon avait reçu en partage l'île d'Atlantide et il a donné naissance 5 fois à des jumeaux mâles, donc il avait 10 fils, et il a partagé le continent en 10. Il avait attribué au premier-né Atlas la résidence maternelle et l'avait établi roi sur tous les autres. Donc les 10 masques que vous voyez graviter autour du cœur de l'Atlantide, qui est le cristal, représentent chacun des 10 rois que je viens de mentionner, les 10 fils de Poséidon. Et le palais du roi actuel que vous allez voir dans le film, le roi Kashekim-Neda, vit dans un palais en ruine, qui était en réalité le temple consacré au dieu Poséidon. Quant au cristal, d'où vient-il ? C'était il y a des milliers d'années, un morceau d'une comète qui est tombé sur l'Atlantide, qui n'était pas tout à fait tombée, puisqu'en fait elle était restée suspendue au-dessus de l'île, comme un nouveau soleil, et les Atlantes avaient ramassé des milliards de petits cristaux éparpillés, qui s'étaient émiettés du gros fragment, et l'ont porté autour de leur cou. Chaque cristal était rechargé par la pierre cosmique, qui était appelée donc le cœur de l'Atlantide. Le cristal se nourrit des émotions des Atlantes et en retour, il leur procure le pouvoir, la longévité, la protection contre la maladie et il va développer une conscience propre, donc ce cristal peut émettre des jugements et fait la différence entre le bien et le mal. On en vient à la destruction de l'Atlantide. Les Atlantes ont créé une armée pour se défendre des envahisseurs et est arrivée à un moment donné la tentation de conquérir d'autres terres. Et les 10 rois les 10 fils de Poséidon, également Kashekim-Neda, qui est donc le roi actuel qu'on voit dans le film, le père de Kida, à leur suite, ils vont décider de rayer Athènes de la carte parce que cette cité leur faisait concurrence. Sauf que c'est Athènes qui va gagner la guerre, et les dieux rayent Atlantide de la carte. C'est la punition qui correspond à ce que voulaient faire les Atlantes à Athènes. D'où le raz-de-marée. Le cristal va créer un champ protecteur en utilisant la mer de Kida. Beaucoup de personnes vont mourir, mais ceux qui étaient dans le champ de protection vont vivre dans cette cavité sous la terre pendant 8800 ans. Des survivants, tels que des pêcheurs qui étaient très loin au large, ou encore des soldats qui volaient sur leurs poissons-pierres, vont partir vers les continents et sont à l'origine des diverses civilisations. D'où le fait que les Atlantes comprennent les langues parlées par les personnes qui arrivent, par l'équipe qui arrive dans le film. Et pour éviter que l'histoire ne se répète et épargner à Kida le sort de sa mère, c'est le roi Kashekim-Neda qui va cacher le cristal dans la chambre sous son palais et détruire toutes les traces du passé. Donc tout ça, c'est une sorte de backstory très importante qui a été créée par l'équipe du film. Équipe du film qui a créé notamment un film comme La Belle et la Bête auparavant, mais on est sur un film très différent. Ce n'est pas une comédie musicale, ils avaient même tous pendant la production des t-shirts et des casquettes avec marqué moins de chansons, plus d'explosions. On est vraiment sur un film qui se veut être un public différent. On est dans le début des années 2000, on est après Dinosaures, on est sur cette période-là qui va se poursuivre avec la planète au trésor que j'ai mentionné, sur une période où Disney se cherche un peu et s'essaye à de nouveaux genres.
Il s'inspire vraiment des grands films d'aventure, des films comme Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers ou Les aventures d'Indiana Jones, par exemple. Alors, on a un invité, normalement, qui doit nous rejoindre. Normalement. Mais alors, qui êtes-vous? Milo Thatch. Enchanté, Milo. Voilà, je suis Luc Hamet, 1m73. Et je double Michael J. Fox depuis que je suis né. Non, depuis Retour vers le futur, c'est-à-dire depuis 85, oui. Eh ouais, 21 octobre 1985. Voilà, et donc j'ai fait ce film parce que je suis la voix de Michael et que Disney n'a pas pu faire autrement. Voilà. Il m'est arrivé une seule fois dans ma vie de ne pas doubler Michael, puisqu'il y a eu cette fameuse mode qui continue toujours avec les... ils appellent ça Star Talent, c'est ça? Et donc je n'ai pas fait... je ne sais plus comment s'appelait ce film avec une petite souris, Short Little. C'était Michael qui avait fait la voix. Et là, évidemment, on a été chercher, mais qui est très bien d'ailleurs, Antoine Decaune. Voilà. Je crois que c'est la seule fois que je n'ai pas fait Michael J. Fox, et c'était pas lui, c'était une souris. Alors j'ai un autre exemple, c'est L'Incroyable Voyage, dans lequel MichaelJ. Fox faisait la voix du chien Chance. Je suis même pas au courant. Et ben voilà. Ils vous ont pas prévenu, parce que c'est Christian Clavier qui a fait la voix française. Avec d'accord. Ouais. Il est là, il arrive. Bah, au moins, c'est un acteur. C'est ça, voilà. Mais les deux d'ailleurs, parce qu'Antoine, c'est un super acteur. Donc voilà, mais c'est comme ça. Il y a quand même une volonté de vous avoir, je pense, parce que dans Atlantide, le Star Talent ne manque pas, puisque tous les personnages secondaires sont faits par Mousse Diouf, Patrick Timsit. Ouais. Voilà. Paix son âme à Mousse, c'est vrai qu'il a disparu aussi, lui. Moi, ce film, je me souviens d'un comédien que j'ai adoré, que j'ai aimé, qui était un homme exceptionnel et qui est mort très âgé et qui est mort aussi beau qu'il a vécu. C'est Marc Cassot. Je ne sais pas si vous connaissez ce comédien. Qui fait Monsieur Whitmore, si je ne me trompe pas, c'est ça. Notre grand-père avait un dicton. Nos enfants se souviennent de nous par l'héritage que nous leur léguons. Et c'est une des dernières fois où je l'ai vu. Il avait déjà au moins 90 ans. Et c'est un homme exceptionnel. Et vous connaissez Marc Cassot, c'est la voix de Dumbledore, non? Oui, tout à fait. Et Oncle Ben. Exactement. J'ai eu la chance de faire du doublage dans les époques bénies où le doublage n'était fait que par des grands acteurs et des gens qui avaient fait une carrière au théâtre, au cinéma, avec les Roger Carrel, les Francis Lax, et tous ces gens-là. Et c'est eux qui m'ont formé. J'ai eu cette chance inouïe. J'ai été le premier jeune à faire du doublage, en fait. Vous regardez, par exemple, La Fièvre du samedi soir. C'est que des jeunes de 20 ans. Ils sont tous doublés par des gens de 40 ans. La version française de La Fièvre du samedi soir, j'étais effaré parce que c'est toutes les voix des gens que je connais, sauf qu'ils avaient déjà 40 berges. Et c'est inécoutable. Et Dieu sait si j'aime ces gens-là. Mais c'était pas fait pour eux. Quand on a une scène, par exemple, du film avec Milo qui discute avec Monsieur Whitmore, est-ce que vous êtes dans le studio avec Marc Cassot? Ça, c'est le bonheur de l'époque. Ah, voilà. C'est terminé aujourd'hui, il faut tout faire séparer, c'est tous des malades du mixage. Donc à l'époque, pas du tout, vous êtes ensemble. Mais on est ensemble, on se raconte nos vies. À l'époque, il y avait déjà plus... Enfin, il y a encore les boucles, on appelle ça les boucles, puisque ça devrait plus s'appeler des boucles mais des scènes, mais on a gardé les termes. Puisque autrefois, dans les années 90, quand je faisais énormément de doublage, les films étaient découpés, on en parlait avec mes amis dans la cabine tout à l'heure, on avait exactement un cinéma comme celui-là. En fait, le studio, c'était comme un cinéma. Il y avait des recorders, ils étaient à 2 ou 3 dans la salle de projection. Et les films étaient découpés en petites scènes d'1 minute, bouclées. D'où le nom de la boucle. T'es de quelle boucle? Je suis de la boucle 21. Bah, on avait coupé le film en 200, 300 boucles. Ça dépendait de sa longueur, d'1 minute, 1 minute 30. Et quand on regardait là, l'écran qui est derrière moi, on voyait, il y avait un petit pop, et puis il y avait un blanc, hop, la scène commençait, et puis quand elle arrivait à la fin de la scène, on revenait sur le blanc et pop, et on recommençait. Ce qui nous permettait de regarder, on faisait tourner la boucle tournait en continu, on ne pouvait pas arrêter. Aujourd'hui, on a des timecodes, on veut aller faire telle scène, c'est tel timecode, on fait tac, 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 hop, on est sur la scène. Donc là, une erreur était récupérable. Récupérable que le tour d'après. C'est ça, voilà. Donc, on avait le temps de déconner, on avait le temps d'attendre le tour suivant.
de raconter 3 conneries, de changer éventuellement pour nous marrer le texte sur la bande pour faire marrer les copains. On veut cette version-là d'Atlantide, là. Est-ce qu'on peut... Ça nous intéresse. On faisait un métier, c'est une honte. C'était de la récréation. D'ailleurs, moi, maintenant, mes enfants sont grands, mais quand mes enfants étaient petits et ils me disaient « Mais papa, tu vas où ?» Je leur disais « Je vais jouer ». C'est quand même honteux, c'est ça. Et alors, comment on se glisse dans la peau d'un personnage? Parce que Milo, il est assez calme. C'est votre voix, en fait, Milo. Mais alors, Roger Rabbit... Michael. Oui. Mais alors, par exemple, Roger Rabbit, comment est-ce qu'on se met dans la peau de Roger Rabbit qui saute dans tous les sens, qui a une voix assez nasillarde? Mais moi, je saute dans tous les sens. J'ai pas l'air comme ça parce que vous êtes très sérieux et que je suis entre vous deux et que je me sens un peu... si vous voulez qu'on saute, on va sauter. Hein. Mais moi, je suis un grand dingue. Vous venez me voir au théâtre, vous n'allez pas me reconnaître. Si vous nous offrez les places, on vient. C'est à ce point-là, Disney? Non. Mais... comment on trouve la voix? On la trouve pas, on l'écoute. C'est-à-dire que vous regardez l'image. À chaque fois que je parle de doublage, je regarde en l'air. C'est pas parce que j'ai des yeux qui machin. C'est que moi, je regarde l'image, quoi. Donc, je regarde l'image, je vois mon personnage, je vois ce que Michael J. Fox a fait, j'écoute, je vois, j'écoute, je vois. Et puis, on y va, on enregistre. Et puis moi, mon boulot, c'est de refaire ce qu'a fait Michael, mais en français. Donc, ça semble, en effet, c'est peut-être un peu simpliste, mais c'est quand même ça la base. Donc, on n'invente pas grand-chose. Surtout sur des films Disney ou des gros blockbusters où vous avez, en général, ce qu'ils appellent un superviseur de la version française. Ça rigole pas. Qui parle pas un mot de français. On se demande ce qu'il fait là. Mais il parle anglais, bah oui, parce qu'il vient des États-Unis ou d'Argentine. Et ouais, j'en connais une qui est superviseuse et qui est argentine. Et donc là, en fait, pour faire, bah oui, c'est bien. Et puis qui de temps en temps laisse passer des trucs énormes, puisque je vous le donne sur Roger Rabbit. Il y a un moment, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, à la fin du film, sur les dernières scènes où il y a tous les personnages Disney qui sont là, vous écouterez la version française. C'est un fan un jour qui m'a raconté ça, je m'en étais même jamais aperçu. Au lieu de dire dingo, puisque Roger Rabbit fait « Oh, Mickey, oh, Minnie, oh !» Et il y a dingo qui passe et je fais « Oh, dingo !» Bah, c'est resté. Et je dis pas dingo, je dis dingo. Non. Ça sert à ça, les superviseurs. Vous avez ruiné le film, en fait, c'est ça? J'ai ruiné dingo, surtout. Oh là là. Bah, voilà. Elle est là, on l'accueille. Elle est avec Christian Clavier, justement. Voilà, on est dans les temps. Ça vous va? C'est parfait. C'est parfait. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On lance le film alors? Oui, on lance le film. C'est parti. C'est parti.